Mesdames et messieurs, votre rendez-vous avec l'actualité sur LCF au sommaire de cette édition. Un nouveau plan guide pour la ville de Lomé. Les autorités municipales de la capitale togolaise ont officiellement lancé ce mercredi le document qui devra désormais orienter les visiteurs dans la ville. Célébration de la journée internationale de la francophonie ce 20 mars. Les festivités cette année sont placées sous le thème francophonie et jeunes talents. Vous suivrez dans cette édition le message du secrétaire général de la francophonie. L'actualité à l'étranger, rebondissement dans l'affaire des écoutes téléphoniques de Nicolas Sarkozy en France. Le site d'information Mediapart fait des révélations. Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette édition du journal sur votre chaîne. Les autorités municipales de Lomé lancent un nouveau plan guide de la ville, la capitale togolaise, à découvrir seulement en quelques feuillets. Plus de soucis donc pour les étrangers qui désirent visiter la ville. C'est l'aboutissement d'un projet financé par l'Agence française de développement. Gloria Anani, Norbert Dansou. Ce référentiel cartographique est le nouveau plan guide de la ville de Lomé. Premier plan détaillé de la commune, ce manuel d'orientation est le fruit du partenariat franco-togolais et vient répondre aux défis cruciaux d'adressage et de repérage de Lomé. Ce plan guide va, nous en sommes convaincus, résoudre efficacement les difficultés de repérage qui se posent aux acteurs de la vie urbaine dans notre commune. Un véritable manuel d'information pratique qui offre à l'utilisateur un ensemble d'informations d'ordre économique, culturel, touristique, historique, géographique ou administrative. Ce petit livret retrace les grands axes de Lomé, découpés en secteurs, chaque secteur faisant l'objet d'un plan détaillé avec les noms de tous les quartiers et rues. Un véritable outil d'orientation pour les autochtones, mais surtout pour les étrangers. Le nommage, le renommage et la toponymie, comme on dit, des rues de Lomé permet également un meilleur repérage pour tous les visiteurs qui pourraient vouloir venir à Lomé pour du tourisme, pour des affaires ou pour toute autre raison. Produit en un premier lot de 8000 exemplaires, ce nouveau document paraît beaucoup plus pratique que celui de 1997 et facile d'usage. Pour une première vulgarisation, la municipalité va procéder à une distribution gratuite de nouveaux plans dans les services administratifs. Cette année encore, les pays ayant la langue française en partage vont célébrer ce jeudi 20 mars la journée internationale de la francophonie. Le thème retenu pour cette édition 2014 est la francophonie et jeunes talents. Selon le secrétaire général de l'OIF, il faut avoir l'audace de penser que nous avons ensemble une emprise sur notre destinée commune. Voici l'essentiel du message d'Abdou Diouf avec Samuel Niaoui. La langue française sera à l'honneur ce 20 mars à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie. Une journée dont les origines remontent aux années 70, marquant la commémoration de la signature du traité portant création de l'Agence de coopération culturelle et technique, ACCT, aujourd'hui Organisation internationale de la francophonie, OIF. À cette occasion, ce sont surtout les valeurs de la langue française qui sont célébrées. Une langue considérée par certains comme une chance et par d'autres comme l'expression de la domination de la France. Quelles que soient les positions, il faut reconnaître que 220 millions de personnes parlent le français dans le monde. Pour toutes ces personnes, célébrer la francophonie, c'est d'abord célébrer une valeur identitaire commune. Nous célébrons en ce 20 mars la force stimulante que nous confère la francophonie. Célébrons les liens puissants que confère la langue, les valeurs, les espoirs et les ambitions que nous partageons. Célébrons une manière francophone de vivre ensemble, d'être au monde et de concevoir le monde. Et des braves hommes qui ont combattu dans les champs de blé et qui sont... Cette année, la célébration du 20 mars est placée sous un thème assez évocateur, place au talent. Dans son traditionnel discours, le secrétaire général de la francophonie s'est lancé dans une diatribe contre tout ce qui entrave l'expression des talents, savoir la mondialisation, les inégalités sociales, les conflits oubliés, l'impunité entre autres. À ces phénomènes socio-culturels, Abdou Diouf oppose un non catégorique de la francophonie. La francophonie, c'est d'abord la volonté de dire non.
non aux aspects les plus néfastes de la mondialisation. Une mondialisation oublieuse de l'homme, de sa dignité, de sa liberté, de ses droits les plus élémentaires, faute d'éthique, de régulation, de volontarisme. Non aux inégalités économiques, sanitaires, éducatives, numériques toujours plus marquées. Non aux conflits oubliés, aux populations civiles, singulièrement les femmes, abandonnées aux exactions les plus viles. Non à l'impunité et à l'immunité des auteurs de crimes contre l'humanité. Non à l'uniformisation culturelle et linguistique qui menace le patrimoine intellectuel et la création mondiale, mais aussi la démocratie internationale. Non au relativisme culturel qui défie l'universalité des droits de l'homme et menace la paix. Mais l'ancien président sénégalais va plus loin dans son discours. Pour lui, si la francophonie dit non à toutes ces inégalités, elle n'est cependant pas un instrument de cristallisation des contestations. La francophonie est avant tout un instrument au service du développement et de l'expression des talents qui doivent puiser leur source de décollage dans l'outil commun qu'est la langue française. Il faut donc s'investir sans relâche pour que la langue française demeure aux côtés d'autres grandes langues internationales, la langue de la création, de la recherche, de l'innovation, de la société de l'information, de l'emploi, la langue officielle et de travail des organisations internationales. Bref, faire du français une langue au service du développement. Le français apparaît comme une force pour les 57 États et gouvernements membres de la francophonie de faire front commun pour promouvoir leurs différentes valeurs et faire place au talent. On a fini par apparaître sur... L'actualité à l'étranger, c'est un sérieux revers pour Jacob Zuma. À 7 semaines des élections générales, le président sud-africain est prié de rembourser une partie des fonds utilisés pour les travaux de sa résidence privée. Ainsi en a décidé ce mercredi la médiatrice de l'État dans l'affaire Nkandla, une affaire qui a fait chuter la cote de popularité du président Jacob Zuma. Cette demeure a coûté 20 millions de dollars à l'État sud-africain. Et elle pourrait coûter cher au parti du président Jacob Zuma lors des élections cette année. Les travaux pour rénover la résidence privée du chef de l'État, à Nkandla, dans l'est du pays, ont été réalisés avec l'argent des contribuables, dont la barrière de sécurité, un héliport et des maisons pour ses 4 femmes et autres nombreux membres de sa famille. De quoi exaspérer des voisins comme Bekekile Ndlovu, qui peut contempler les pavillons depuis sa hutte. C'est décevant, mais nous gardons espoir que notre tour viendra. C'est ce qu'on espère. Peut-être qu'un jour, ils nous construiront des maisons aussi. Ils voient bien qu'on souffre. Le scandale de Nkandla a fait le tour de l'Afrique du Sud et attiré l'attention sur les inégalités énormes qui subsistent. Un tiers de la population vit avec moins de 2 dollars par jour. Et dans tout le pays, beaucoup d'électeurs se sont retournés contre le président et son parti, l'ANC. Cette maison à Nkandla, les 208 millions de rand dépensés là-bas, ça symbolise tout ce qui déplaît aux gens chez le gouvernement actuel. À mon avis, en ce moment, l'ANC est très mal à l'aise et stresse beaucoup parce que c'est un thème important de l'élection, cette maison. La popularité de Zuma n'a jamais été aussi basse. 51% des électeurs veulent qu'il démissionne, d'après une récente étude de l'Institut Ipsos. Il a même été hué lors de la cérémonie en l'honneur de Mandela en décembre. L'ANC part quand même favori aux élections. C'est le parti qui a libéré le pays de l'apartheid. Et comme le Parlement élit le président, Jacob Zuma devrait rester au pouvoir. Mais les millions de dollars dépensés à Nkandla restent le symbole d'un gouvernement qui s'est égaré en chemin. Nouveau rebondissement dans l'affaire des écoutes téléphoniques de l'ancien président français Nicolas Sarkozy est dans la tourmente. Le site d'information Mediapart fait des révélations en publiant des extraits d'écoutes téléphoniques, des documents qui alimentent des soupçons de trafic d'influence dans le dossier Bettencourt. Mediapart révèle 7 conversations entre Nicolas Sarkozy et son avocat. Un sujet revient sans cesse au téléphone. La saisie des agendas présidentiels par les juges de Bordeaux dans l'affaire Bettencourt. Nicolas Sarkozy veut alors en obtenir l'annulation
pour empêcher que ces documents soient utilisés dans d'autres affaires. Et d'après les écoutes, le haut magistrat Gilbert Azibert l'aide dans cette entreprise. Gilbert a bossé, dit Maître Herzog. La Cour de cassation devrait annuler la saisie des agendas. Sauf si le droit finit par l'emporter, ajoute l'avocat. Ce qui va faire du boulot à ces bâtards de Bordeaux. Mais si tout cela est avéré, ça nous scandalise. Bien sûr, ça nous scandalise qu'un magistrat du parquet puisse essayer d'intervenir, avoir des informations sur des instructions en cours qui sont secrètes, confidentielles, pour divulguer ces informations. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Un autre dossier inquiète Nicolas Sarkozy et son avocat. L'enquête sur un possible financement par la Libye de la campagne présidentielle de 2007. Avant une éventuelle perquisition, Maître Herzog dit « Je vais appeler mon correspondant parce qu'ils sont obligés de passer par lui ». En clair, un informateur haut placé renseigne l'avocat. Mediapart dénonce un scandale d'État. Nicolas Sarkozy, depuis qu'il a quitté l'Élysée, a mis en place un véritable cabinet noir grâce à un réseau d'informateurs, de taupes occultes dans tout l'appareil d'État, pas seulement une, pas deux, plusieurs, qui lui permettent d'être tenu informé des enquêtes en cours, non pas pour le plaisir du renseignement, mais pour entraver la marche normale de la justice. Nicolas Sarkozy et son avocat n'ont pas souhaité réagir à ces nouvelles révélations. Peut-être vers un autre conflit armé en Ukraine. Après le rattachement de la Crimée à la Russie, la tension monte dans le pays. Des miliciens pro-russes ont pris le contrôle de la base de la marine ukrainienne à Sébastopol. Déjà, un militaire ukrainien a été tué. Gilet pare-balles, talkie-walkie et pistolet. Si ces hommes sont des miliciens pro-russes, ils sont très bien équipés. Dernier préparatif devant la grille de la base navale ukrainienne de Sébastopol. Ils sont environ 200, certains en uniforme, d'autres en tenue civile, certains cagoulés, d'autres à visage découvert. Des partisans de Moscou venus prendre la base. Face à eux, des soldats ukrainiens en uniforme kaki et coiffe noire. Un court moment d'incertitude, on discute, on parlemente, et c'est l'empoignade. Puis arrive une camionnette blanche. À l'intérieur, un petit drapeau de la Fédération russe. Le message est clair, il va falloir laisser le terrain. Les soldats ukrainiens tentent de lui bloquer le passage en vain. Quelques minutes plus tard, c'est fait. La base navale ukrainienne de Sébastopol vient de changer de commandement. Un jeune grimpe le long du mât pour porter au nu les couleurs de Moscou. Le drapeau de l'Ukraine, lui, est décroché sans façon. Barricadés à l'intérieur, les soldats ukrainiens assistent impuissants à la prise de leur base, sans qu'aucun coup de feu n'ait été tiré. Les représentants de la marine russe et de la marine de la Crimée sont déjà là. Ils vont tout décider. Ils ont déjà retiré leurs armes aux Ukrainiens. Ils n'ont plus d'armes. Plus d'armes, plus de base navale. Celle-ci est désormais sous bonne garde. Les militaires ukrainiens n'ont plus qu'à quitter les lieux. On ne peut rien faire contre la foule, rien. Tout s'est passé de façon spontanée. Il y avait eu des promesses de notre part et de la part des Russes, assurant que la base ne serait pas attaquée et que tout serait réglé par des moyens politiques. Mais comme vous pouvez le voir, c'est une confiscation. Une confiscation en bonne et due forme à travers toute la Crimée. Mardi, à Simferopol, un assaut du même type a dégénéré. Un soldat ukrainien a été tué, le premier depuis le début de la crise. Mercredi, sur la base de Belbek, près de Sébastopol, les troupes ont respecté 1 minute de silence pour lui rendre hommage. Les soldats ont aussi reçu un nouvel ordre de Kiev. En cas de menace directe à leur vie, ils ont le droit d'utiliser leurs armes. Encore faut-il qu'il leur en reste. L'actualité de ce mercredi, cette fois en Italie, il s'appelle Matteo Renzi. C'est lui qui succède à Enrico Letta à la tête de la 3e économie de l'Union européenne, âgé de 39 ans. Le nouveau chef du gouvernement italien se présente comme un réformateur. Son objectif est repartir la machine dans une économie en crise. Matteo Renzi appelle ça la méthode Obama. Pour expliquer comment il va relancer l'économie italienne, le nouveau chef du gouvernement projette des fiches sur un écran. Et il énumère à coups de milliards. Sur les bulletins de salaire d'avril, les Italiens les moins bien payés toucheront 80 € net de plus, 1 000 € par an garantis. 1
Mieux, début juillet, la dette de l'État, les factures impayées aux entreprises privées, sera épongée, 68 milliards d'un coup. Pour ces projets, rien n'arrête Matteo Renzi. Il veut également changer la structure du pays, une réforme constitutionnelle pour rendre l'adoption des lois plus efficace. Et il s'engage. Si je n'arrive pas à supprimer le bicamérisme parfait, ce ne sera pas la fin du gouvernement. Ce sera la fin de ma vie politique. Un politique aussi affirmatif, cela rappelle quelqu'un d'autre. Silvio Berlusconi, qui avait signé le contrat de confiance avec les Italiens. Entre Silvio Berlusconi et les citoyens italiens, il est stipulé ce qui suit. Silvio Berlusconi, Matteo Renzi, même bluff. On a posé la question aux Italiens. On espère tous. On espère beaucoup, parce que c'est notre dernière chance. On attend beaucoup de lui. On compte sur cette nouvelle génération de politiques. Il va apporter de l'air frais. C'est un premier de classe, plutôt ennuyeux comme personne. Moi, je suis enseignante, il me dérange. Renzi, comment dire, ça pourrait être un Berlusconi de gauche. Du haut de ses 39 ans, Matteo Renzi sera-t-il le messie que l'Italie attend depuis des lustres? On jugera aux actes. Mais pour l'instant, vu l'accueil chaleureux que lui ont réservé les autres grands d'Europe, côté séduction, c'est bien parti. C'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous avez suivis.